Donc, bonsoir à chacune et à chacun. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième session aujourd'hui de notre parcours Mieux vivre à deux, avec un accent particulier mis sur le thème de la difficulté ou des difficultés de la communication en couple. Alors juste pour ceux qui viendraient en cette soirée pour la première fois, mon nom est Serge Carrel, j'anime ces moments avec Sophie Chance, qui est la responsable de la formation d'adultes de l'Armée du Salut en Suisse romande, et moi-même je suis responsable du Free College, la formation d'adultes de l'AFRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. On a comme invité de notre soirée, comme principaux intervenants, Virginie et Christian Reichel. Bienvenue à tous les deux. Alors, je rappelle que vous êtes pasteur et conseiller conjugaux dans le cadre d'un cabinet de conseil conjugal Antenne Couple, et ce cabinet se situe à Lausanne. On a pris l'habitude un peu de construire les soirées de la même manière. Il y aura 3 temps principaux, un temps de prière, puis nous visionnerons l'émission numéro 3 de la série Mieux vivre à deux, conseil pour construire son couple. Cette émission a été réalisée voilà quelques années en lien avec Dieu TV, une société qui propose une chaîne de TV sur l'ensemble de la francophonie. Cette émission porte le titre Difficulté à communiquer en couple aujourd'hui. Après cela, on commencera l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions avec Virginie et Christian Reichel. On envisage donc de terminer autour des 21 heures. À partir de 21 heures jusqu'à 21h30, on vous le conseille. Vous avez la possibilité de travailler personnellement, mais aussi en couple, une fiche de travail et on vous donnera davantage d'explications le moment venu. Voilà, j'aimerais, vu que c'est une formation qui s'inscrit dans un vécu d'église, dans le cadre d'une fédération évangélique, j'aimerais vous inviter à invoquer la présence du Seigneur au milieu de nous. Je vous invite donc à prier. Seigneur, merci de nous rassembler dans une petite communauté d'apprentissage en cette soirée. Nous voulons ensemble te demander d'être là, de nous accompagner, de nous permettre aussi de cheminer individuellement ou en couple autour de ce qui sera proposé et que vraiment ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, à la fois pour l'animation, mais aussi vraiment pour être encouragés dans notre vie à deux. Merci de ta présence et merci surtout de la présence de ton esprit. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons voir la question lancinante de la communication. Alors, cette émission vous est proposée aussi par Antenne Couple. La communication, c'est une thématique incontournable. Aujourd'hui, tout le monde parle de communication. Qui n'a jamais pris un cours de communication? Qui n'a jamais été sur Internet pour se renseigner au sujet de différents éléments qui seraient susceptibles d'améliorer la communication? Cependant, la plupart des gens se mettent à parler de communication, en fait, quand ils ont des problèmes. Au début, la relation est bonne, la communication est bonne, les gens aiment bien parler ensemble, pas de problème. Alors, que se passe-t-il pour que soudain, les choses s'enrayent, deviennent mauvaises et finalement c'est la communication qui en pâtit ou alors qui en devient l'expression négative? À vrai dire, au début de l'humanité, il y a ce fameux mythe de la tour de Babel où les gens ont construit une tour pour essayer d'atteindre le ciel ou plus et finalement ça s'est mal passé. Les gens ont commencé à ne plus se comprendre. Ils se parlaient mais ils ne se comprenaient plus. Un marteau ne voulait plus dire la même chose pour cet homme et un autre. Alors aujourd'hui, nous voulons voir un tout petit peu ce qu'est la communication dans notre monde moderne. J'aimerais simplement rappeler la lettre d'autrefois, cette lettre qu'on écrivait avec une calligraphie. C'était exceptionnel, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on a passé à ce genre de modèle que vous voyez là sur l'écran, la lettre par avion qui était toute légère. On bourrait la lettre de petites lettres, de petits caractères afin de mettre du poids dans la lettre alors qu'elle n'en avait pas. Et puis bien sûr, ensuite nous avons le télégramme. Le télégramme, stop, stop, stop. Il fallait économiser les mots parce que les lettres coûtaient très cher.
Puis, nous avons le téléphone mural. Vous en avez peut-être eu chez vous. Maintenant, c'est déjà démodé. On les démonte. Il n'y aura plus d'analogique. Puis, principalement, nous avions aussi ces fameuses cabines téléphoniques. Aujourd'hui, on les démonte. Elles ne sont plus nécessaires. Pourquoi? Simplement parce que l'iPhone est partout. Partout, absolument partout. Il y a le 5, le 6, le 12, le 13. On aura le 20, le 21 et que sais-je. Ces téléphones-là, nous les avons absolument dans tous les pans de notre vêtement, dans notre appartement. Ils existent dans la rue, ils existent dans le bus, ils existent dans la voiture. Et puis, c'est vrai que normalement, on ne devrait pas téléphoner en voiture, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui le font, parfois avec des kits main libres. Mais en fin de compte, si c'est interdit par la loi, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque de téléphoner en voiture. Mais le téléphone est partout aussi, au restaurant, ou encore dans la salle de bain, ou encore à la plage, dans la forêt. Finalement, le téléphone est partout, 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 et on téléphone de partout, vers partout. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement, ça améliore notre communication? Est-ce que ça nous permet d'avoir une qualité de communication véritablement en particulier dans le couple, mais également envers les personnes que nous suivons, j'allais dire, à la trace avec leur téléphone? Et tout de suite, j'aimerais parler de quelques difficultés de communication. Alors ici, j'aimerais présenter un iceberg de la communication. Sur ce dessin, vous allez voir effectivement tout le chemin parcouru par le démarrage du message jusqu'à la réception du message. Je ne vais pas détailler ce schéma, mais j'aimerais simplement dire que pour se comprendre, c'est assez compliqué, comme vous pouvez l'entendre. Et puis, vous connaissez certainement aussi le schéma des malentendus entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, et finalement ce que tu veux entendre, ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ce que tu veux comprendre et finalement ce que tu comprends. Il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. Ça fait quand même beaucoup. On le sait aussi que le rythme de vie, malheureusement, nous empêche parfois de bien nous correspondre. Et il arrive que nous nous croisions complètement dans la communication. Et ceci est normal, c'est absolument dû au fait que des gens n'ont pas le même travail, n'ont pas le même rythme de sommeil et d'autres éléments. Ce qui entraîne nécessairement, évidemment, des conflits. Alors maintenant, j'aimerais plus particulièrement m'attaquer un petit peu aux difficultés de communication spécifiques dans le couple. Parfois, on n'arrive pas à parler ensemble. C'est tout simplement une espèce de blocage. On voudrait dire quelque chose, mais ça ne passe pas. Parfois, on interprète les propos de l'autre. On est là dans quelque chose qui, en fin de compte, laisse passer des présupposés. Et effectivement, il y a aussi tous ces présupposés qu'on se dit l'un sur l'autre. Elle est trop dans les émotions. Ou alors encore, il n'aime pas parler avec moi. Et puis il y a d'autres situations, on s'enferme dans le silence et on se déverse dans des conflits émotionnels. J'aimerais vous donner un exemple de cette question d'enfermement dans le silence. Imaginons que Xavier et Caroline, ce sont des prénoms d'emprunt, qui essayent de bien s'entendre depuis un moment, mais ça bug un petit peu. Et voilà que Xavier fait tout ce qu'il peut, il essaye d'aider sa femme qui est fatiguée. Elle est là dans une situation un peu difficile avec des enfants qui pleurent, avec un boulot qui ne la satisfait pas complètement, etc. Et surtout, elle est insatisfaite de son mari. Et voilà qu'elle va s'enfermer dans le silence. Elle va même bouder pendant 2-3 jours. Et Xavier va tourner autour d'elle en essayant de lui faire plaisir, de lui dire quelque chose qui va, etc. Mais Caroline va rester dans ce silence. Et en fin de compte, la communication va être symptomatique de ce qui se passe mal entre eux. Ça va être au fond le point de repère que quelque part leur relation va mal. Et en fin de compte, Xavier va tourner autour pendant un bon moment jusqu'à ce qu'enfin Caroline dise
allez, c'est bon, on va reprendre, on va essayer de mieux s'entendre. Ou même elle ne dira rien et petit à petit les gens reviendront l'un vers l'autre. Ou encore, on formule des revendications non entendues. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les gens crient, ils disent « mais j'aimerais être entendu, j'aimerais pouvoir avoir la possibilité d'être saisi, capté, compris par l'autre. » Et chacun lève son drapeau sur son île tout seul, et l'autre ne l'entend pas. Et puis, on entre aussi dans une rivalité, une confrontation, des bras de fer pour gagner, pour essayer d'avoir gain de cause. Autre chose, on évite les moments de tension, mais ils sont là. La tension, elle est parfois palpable, même dans des temps de vacances, dans des moments où ça devrait être agréable. On a le sentiment aussi parfois de ne pas être compris. Et je vois souvent chez les couples une espèce de sentiment de solitude. Ils sont là ensemble, mais en fin de compte, chacun se sent seul. Et puis finalement, plus personne n'ose parler. Et ça, c'est un petit peu dramatique parce que ça entraîne du découragement. Et il arrive, c'est vrai, que dans un couple, chacun soit bien découragé. Donc, en fait, la communication est devenue un terrain plein d'interférences. Quel dommage. Mais j'aimerais dire aussi qu'on peut retrouver cette limpidité dans ce que l'on a de plus précieux, à savoir communiquer avec l'autre. L'homme est quelqu'un qui a été fait pour la relation, et même des solitaires ont besoin quelquefois de communiquer. Alors, j'aimerais maintenant mentionner quelques moyens imparables pour bloquer la communication et puis, évidemment, quelques moyens pour la débloquer. Voyons un tout petit peu cela. Premièrement, dites-lui qu'il ne fait jamais ce que vous désirez, toujours les mêmes erreurs, les jamais, les toujours. Vous voyez ce genre de choses? Eh bien, c'est facile à dire. Ou encore, ne lui dites jamais bonjour le matin, ni bonsoir avant de dormir. Faites une espèce de comme ça. Et puis finalement, ça va envenimer les choses. Ou alors encore, plus simple, parlez-lui de vos soucis quand il essaie de vous raconter un tout petit peu quelque chose de sa journée. C'est tellement vite fait de se bloquer de cette manière. Ou encore, décrochez le téléphone quand vous êtes en train de prendre un moment à deux. Vous allez voir l'effet. Tout d'un coup, l'autre se détourne, se dit « bon, il ou elle n'est plus avec moi ». Donc, la suite à votre imagination. Et puis, bien sûr, il y aura autre chose. Ce sont des moyens justement de débloquer la communication. Et je vous donne quelques pistes. Il y en aura d'autres, vous les trouverez un peu plus tard. Donnez-lui un encouragement de la journée. Dites-lui un petit mot. « Allez, c'est vrai, ça va aller, tu vas voir, je suis avec toi, je pense à toi. » Ou encore, posez-lui la question régulièrement. « Comment vas-tu? Comment ça va, chérie ?» Ouh là là, un mot peut-être un peu ancien, mais ça vaut la peine de l'essayer. Ou encore, déposez vos tensions dans un petit moment personnel avec Dieu avant d'inonder l'autre de vos besoins. Vous voyez par exemple si vous rentrez du travail et puis que vous êtes fatigué, faites un tour du pâté, n'est-ce pas? Avant de rentrer avec toutes vos tensions, allez les déposer de côté et faites une petite prière en disant « Seigneur, je suis d'accord que tu prennes tous mes soucis. » Ou encore, proposez-lui un petit rendez-vous de temps en temps, sans que ce soit un grand déballage, mais juste un moment cool, avec ce côté plutôt jardin que le côté cour où on met les poubelles. Vous voyez donc qu'il y a une possibilité véritable de travailler sur votre communication et donc en quelque sorte de faire aussi appel à votre imagination, votre créativité. Je vous propose d'examiner la qualité de votre communication avec un test intitulé « Blocage et ouverture ». Vous allez retrouver quelques-unes des propositions que je vous ai faites il y a un instant, mais c'est un tout petit peu plus développé et puis véritablement, je vous invite à faire marcher votre créativité. Et pour terminer, pour changer les moments d'incompréhension en zone de complicité et de bonne entente, comment faire? Alors, réponse à la prochaine session. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne session à deux pour parler de tout cela et plein de courage pour modifier, pour améliorer votre communication. Merci de votre écoute. Voilà, en préparant cette soirée, on s'est dit que ce serait intéressant parce que finalement, la dynamique qu'on essaie de mettre en place ce soir, c'est vraiment de mettre des mots sur des difficultés, hein, des mots sur des mots.
faire un petit jeu de mots. Donc, voilà, on va demander à Christian ou Virginie maintenant de témoigner ou de rendre compte d'un accompagnement où ils ont pu, au travers d'un suivi d'un couple, vraiment amener une dynamique de déblocage dans une situation conjugale qui était bloquée. Alors, Virginie et Christian, à vous la parole. Ok, merci Serge. En effet, nous avons un bon nombre de couples qui viennent en disant on n'arrive plus à communiquer. Alors c'est vrai, c'est quelquefois symptomatique d'autres problèmes sous-jacents. Mais on a un petit témoignage, donc je vais demander à Virginie, qui a eu contact donc il y a un certain temps avec un couple. Donc, une des souffrances était justement la communication difficile. Alors est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? J'ai pensé à un couple, c'était un couple où chacun venait d'une culture sociale différente. Lui, il était d'un milieu agricole, d'élevage intensif, habitué dès son enfance à aider son père pour des tâches très fastidieuses qu'il n'aimait absolument pas. Et c'était suivi, même une journée complète était suivie de très peu de reconnaissance de la part de son père. Elle, provenant d'un milieu urbain, paupérisée, avec des parents divorcés, éduquée à la dure et livrée à elle-même. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau de la communication, puisque tu évoques là peut-être deux milieux ou deux cultures différentes? Alors, les deux, donc, provenant, parce qu'on fait toujours attention, et puis ça peut vous tendre une perche aussi de réflexion à notre milieu d'origine. Et donc, le point commun, c'était bel et bien qu'il n'y avait quasiment pas de communication en famille, dans les deux familles d'origine, et aussi très peu de sentiments d'être aimé par des parents respectifs. Alors, du coup, madame a appris à réagir émotionnellement très fort quand quelque chose ne va pas. La spontanéité prime chez elle. Et lui se sent constamment agressé par ce style de communication et en fait, tout le temps dévalorisé. Et du coup, alors qu'est-ce que tu leur as proposé pour essayer justement de débloquer cette communication qui était enrayée? Voilà, alors j'ai utilisé un ou deux outils que nous reprenons régulièrement. Tout d'abord, le premier outil a été accueilli avec beaucoup de reconnaissance et surtout de sa part à lui. C'était la mise en place de petits colloques de 30 minutes par semaine. C'est pas grand-chose, mais pour aborder des sujets un peu chauds ou conflictuels. Et pour arrêter l'escalade, quand ça commence à chauffer sur ce sujet, ils font un auto-arbitrage avec un petit mot complice qui permet c'est un code pour arrêter l'échange dès qu'il commence à monter en mayonnaise et il sera poursuivi au colloque suivant. Est-ce que du coup, ça a un effet positif sur ce? Ben oui, parce que comme les conflits étaient consignés à ces 30 minutes par semaine, mais en plus fait pour ne pas entrer en conflit et en tout cas au niveau verbal, au niveau de la vivacité verbale, les deux y ont trouvé leur compte et ces conflits ont été consignés, maîtrisés. Donc, ça signifie qu'en fait, finalement, s'il y avait des reproches à se faire, ça s'est plutôt transformé en discussion ouverte, c'est ça que tu veux dire? Alors déjà, une discussion plutôt constructive, nous on appelle ça un peu d'adulte à adulte, c'est-à-dire en mettant moins d'émotions que quand c'est sur le vif, quand l'agacement ou le reproche est à vif. Et puis, par contre, ils ont pu remplacer cet aspect de conflit plutôt par des moments bonus où on recommande 2 heures par semaine, un petit rendez-vous sympa où tous les conflits sont exclus, les sujets qui fâchent. Et puis, du coup, il n'y a plus de reproches incessants. Il n'y a plus de reproches incessants. Madame et monsieur se sont retrouvés plutôt dans une communication plus calme et monsieur souligne plus souvent les qualités de sa compagne. Donc, c'était l'exemple que vous souhaitiez partager ce soir. Alors,
Donc, on peut juste dire que si certains avaient des questions par rapport à cette gestion par moment particulier, il y a les moments bonus, il y a les moments plaisir, Voilà. je crois, et puis les colloques, c'est ça, et ça, on le reprendra plus directement la prochaine fois dans les pistes pour améliorer la communication. Oui. Mais voilà, en tout cas, ce que vous souhaitiez souligner ce soir, c'est qu'aucune situation n'est désespérée, mais on peut apprendre à codifier un peu les choses pour quelque part baliser notre communication et faire en sorte qu'elle soit plus productive et qu'elle ne se termine pas dans des paroles très fortes l'un à l'endroit de l'autre. Oui, en effet. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'outils concernant la communication et on est d'accord que on peut lire une tonne de bouquins. Parfois, ce qui nous semble un peu fastidieux, c'est que dans ces livres, on nous propose toutes sortes de recettes qui sont très bonnes, mais parfois un peu compliquées. Et du coup, le système dont on parlera effectivement plus en détail la prochaine fois permet quelque chose d'un petit peu simplifié, mais qui améliore grandement la possibilité de rentrer en contact l'un avec l'autre. Très bien. En réfléchissant un peu à cette soirée, on s'est dit que pour les couples, hein, les plus jeunes, peut-être que l'un des objets qui aujourd'hui rend la communication particulièrement difficile, c'est la présence dans les couples, d'en tout cas de smartphones. Alors, c'est maintenant Sophie Chance qui va reprendre le témoin pour continuer l'animation. Oui, c'est vrai, tu as parlé du téléphone qu'on prend partout de nos jours, même aux toilettes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du téléphone avec les enfants, quel âge, combien de temps, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du couple, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où on a tendance à communiquer sur nos smartphones, mais pas avec notre conjoint. C'est rigolo ce que tu dis, enfin non, c'est pas si rigolo que ça, Sophie, parce que pendant que tu nous dis ça, il y a le téléphone de Virginie qui sonne. Et juste là, habituellement, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle court vers son téléphone, quoi. Et si c'est le mien, je pense que je vais faire pareil. On a même parfois plus ce recul de se dire, ben, tiens, on est à table. Vous savez, autrefois, on disait on est à table, et puis alors, c'était une sorte c'était tabou. Les gens ne nous dérangeaient pas à table. Aujourd'hui, on peut nous déranger partout. Mais le pire, c'est que finalement, ça peut être même au sein même d'un moment sympathique. Je sais pas, on a vu des gens, je pense que vous avez tous vu des gens au restaurant où vous avez un couple ou voire même une famille et chacun est sur son smartphone. Et donc, pour nous, c'est un problème, c'est vrai, parce que on l'a dit, enfin moi je l'ai dit dans ce petit interview là à Dieu TV. Normalement, ça devrait simplifier la communication, mais en fait, ça la complexifie. Est-ce que tu as des pistes pour l'utilisation des choses à éviter? Moi, là, tu as dit qu'il ne faut pas prendre le téléphone quand on discute, mais est-ce que tu as d'autres pistes? Oui, alors bien sûr qu'on peut imaginer des pistes du genre on fait un contrat. Hein. Le contrat, ce n'est pas un truc écrit, mais c'est un accord entre les deux. On dit par exemple au repas et dans telles circonstances, on ne va pas utiliser le smartphone. Même si ça sonne, ben, ma foi, à moins que ce soit pour une nouvelle terrible, on va dire la personne peut attendre. Mais on se rend compte que les contrats ne suffisent pas. Je donne un exemple. Vous avez certainement dans votre entourage ou peut-être tout proche de vous des gens qui ont des problèmes avec les enfants parce qu'on doit codifier effectivement l'usage du smartphone. Alors on peut le faire jusqu'à un certain point, mais pour nous, nous partons du principe qu'il faut faire autrement, c'est-à-dire chercher en quoi finalement le smartphone remplit ma vie, remplit notre vie. Qu'est-ce qu'il est en train de remplir comme case? Est-ce qu'il y a une case vide qui a besoin d'être remplie? Je donne un exemple. Si nous sommes dans le train, alors ça c'est une communication générale où vous avez pratiquement le 4/5 des gens qui sont sur leur smartphone. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors peut-être gagner du temps, ok, je veux bien, mais il y a aussi peut-être la peur de rentrer en contact avec les autres, la peur de regarder quelqu'un et de lui sourire.
Et donc, dans le couple, il me semble que c'est quelque chose qui devrait pouvoir être mis en activité, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de remplir avec ton smartphone? Comment est-ce que ça se passe quand tu es là avec un objet qui finalement se trouve entre nous deux? Et puis là, il y a une question donc nettement plus existentielle. Merci. OK, je reprends la suite. Sophie, c'est OK avec toi? Oui, oui. OK, on se disait qu'il y avait peut-être une clé qu'il était important de mettre en avant ce soir parce qu'elle n'est pas reprise dans la suite en matière de communication. C'est une clé qui est valorisée par les accompagnements Imago et qui s'appelle reformulation. Alors, en quoi consiste cette reformulation, Virginie ou Christian? Alors, effectivement, peut-être avez-vous entendu parler de cette thérapie Imago où on demande en particulier à un homme et une dame, enfin dans un couple, de se mettre l'un en face de l'autre, se regarder dans les yeux et oser dire les choses. Et puis, en fin de compte, la personne qui écoute doit en principe pouvoir reformuler les choses jusqu'à ce que celle qui a prononcé ces mots puisse se sentir écoutée, comprise, rejointe. Alors, ça, c'est une bonne manière de faire et on se rend compte qu'en reformulant, souvent quand on fait faire l'exercice aux gens, il y a des gens qui ne reformulent pas du tout ce que l'autre a dit. Ils sont déjà dans leur interprétation, ils sont déjà en train d'imaginer que l'autre pense cela et donc, du coup, quelquefois, c'est un véritable fiasco jusqu'à ce qu'on leur dise, mais écoutez, faites uniquement de la reformulation. Et quand vous aurez bien fait cela, peut-être que ça vous permettra de comprendre un tant soit peu ce que l'autre est en train de vous exprimer et mieux encore, ce que l'autre est en train de vivre. Donc, Christian, concrètement, lors des accompagnements conjugaux que vous mettez en place, vous proposez de faire des exercices où vous regardez comment est-ce que l'un et l'autre membre du couple interagissent en reformulant chaque fois une discussion. Oui, alors on est dans on fait des exercices directement pour donner quelques indications, déjà pour voir où il y a un bug de communication et aider le couple à s'écouter et aussi à s'écouter émotionnellement. Parce que souvent, on remarque qu'il y a une chose une information qui est donnée, ou un état des lieux personnel qui est donné, et l'autre, on arrive directement à la conclusion au lieu d'essayer de comprendre et d'explorer ce qui est en train de se passer pour la personne le conjoint qui a parlé. Et donc, on donne quelques pistes. Alors, c'est pas purement des exercices Imago. On n'est pas dans ce schéma unique parce que c'est assez complexe, les schémas Imago. On n'est pas des thérapeutes Imago en soi, mais c'est plutôt des outils intéressants et aidants. On vous donne un exemple. En fait, le couple met dos à dos, c'est-à-dire qu'ils ne se regardent pas. Ça veut dire que finalement, chacun regarde de son côté et ça leur permet de se concentrer uniquement sur ce qui est dit et l'intentionnalité qu'on sent dans la voix. Et chacun a droit à 3 répliques. Alors, imaginons que madame commence. Et elle va dire, par exemple, « Ah, moi, c'est formidable, je rêve d'avoir des vacances. » Et puis, on demande ensuite à monsieur de prendre la parole et comme ça, 3 fois de suite. Et en réalité, ce qui se passe, c'est quelquefois, quand madame a dit « Ah, moi j'aime beaucoup les vacances, etc. », 2, 3 petits mots, monsieur dit tout de suite « Eh bien, on va partir au Portugal. » Et en fin de compte, vous voyez, il y a quelquefois pas cet échange où monsieur va peut-être dire « Mais en réalité, pourquoi est-ce que tu aimes les vacances ? Qu'est-ce qui te fait vivre dans les vacances ?» Et là, tout d'un coup, moi, je regarde, évidemment, parce qu'on les voit des 2 côtés, comme ça, je vois le regard de madame qui s'éclaire plus ou moins, ou un sourire, et puis elle se dit « Ah, ben voilà, il essaye d'entrer un peu dans mon monde. » Vous voyez ? Et c'est ce que Virginie veut dire par le fait de se rejoindre émotionnellement sans tout de suite trouver des solutions pratiques. Parce que d'ailleurs, ça, c'est très masculin, effectivement.
Donc, une gestion très pragmatique de la discussion, et il faut trouver de manière immédiate des solutions aux problèmes. C'est ce que tu veux dire. Alors, c'est justement pour éviter de trouver des solutions et puis aller plus dans l'échange profond. Et puis, ça se fait tour à tour, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, dans un exercice comme ça, ils ne peuvent pas s'interrompre, ils n'ont pas le droit. Virginie, tu aimerais apporter un complément par rapport à cette logique de reformulation? Tu te reconnais, c'est des exercices à titre personnel que vous avez eu l'occasion de pratiquer l'un avec l'autre? Oui, alors l'un avec l'autre, et ben, il y a aussi des déformations professionnelles, hein, comme aumônier, la reformulation est un outil très puissant où la personne se sent tellement rejointe et comprise dans ce qu'elle est en train de dire, qu'elle va plus loin dans l'expression de ce qu'elle est en train d'exprimer. Et dans le couple, c'est très puissant. Et vraiment, on vous encourage, s'il y a des reformulations même très, très simples, hein, c'est juste de redire exactement ce que la personne a dit. Puis du coup, l'effet, c'est qu'elle va plus loin, elle continue son histoire. Ou alors de dire, ah, quand tu dis ça, moi, je ressens que il y a quand même un peu de souffrance, par exemple, quand tu parles de vacances, ben, notre rythme de vie est peut-être trop intense et ça fait que tu aspires aux vacances. Ça, c'est une reformulation, interprétation. Et c'est des choses très utiles dans le couple. En fait, avec ça, on se rend compte que les gens recommencent à communiquer sur un plan plus personnel. Et puis, on doit s'exercer parce que quelquefois, on n'a pas le temps d'écouter ce genre de choses. Et du coup, ben, quand les gens viennent dans notre cabinet pour des questions comme ça, tout d'un coup, ils se redécouvrent avec cette possibilité d'aller un peu dans le monde de l'autre. On en parlera la prochaine fois plus précisément.